Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire sur le maintien de la paix dans l'espace francophone. C'est vraiment le troisième séminaire qu'on tient à Belgrade. Les deux précédents étaient en présentiel. Cette fois, à cause, bien sûr, à cause du Covid, mais aussi peut-être pour élargir la communauté de participants. Aussi, cette forme hybride nous donne la possibilité d'avoir encore une plus grande communauté de participants. Alors, bienvenue en présentiel pour nos chers distingués invités. Bienvenue en virtuel pour toute la communauté de maintien de la paix, de considération de la paix, vraiment de la paix, qui participe à ce séminaire. C'est notre grand plaisir à l'ambassade d'Égypte d'être le co-organisateur, peut-être le porte-parole de cette initiative pour la troisième année en séquence, comme on a dit, sur le maintien de la paix dans l'espace francophone. Bon, bien sûr, ça se tient en mars pour célébrer le mois de la francophonie. Déjà, aujourd'hui, nous sommes le 18 mars. Après-demain, ça sera le jour de la francophonie. Alors, je pense que la date tombe beaucoup précise pour célébrer cette bonne occasion. Ça nous donne l'espace intellectuel d'échanger les idées, les bonnes pratiques, les leçons et bien sûr le plan d'action pour le futur. Les opérations de la paix sont un des outils qui sont disponibles dans le cadre de gestion de conflits. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlera même d'autres outils, d'autres dimensions, d'autres aspects comme consolidation de la paix, comme effort de médiation et d'autres. Et ces trois peut-être dimensions, met le point sur l'aspect de la culture locale où les opérations de paix se tiennent, et c'est pourquoi que la langue devient de plus en plus importante comme un chemin de communication, d'interaction et de résolution de conflits et de vraiment de consolidation de la paix. Je me rappelle que moi-même, j'avais participé à la peut-être première réunion ministérielle des ministres de Défense, des ministres des Affaires étrangères. C'est en octobre 2016 à Paris, où l'observatoire Boutros-Ghali a été lancé, bien sûr nommé après le premier secrétaire général africain arabe de l'ONU, mais le premier secrétaire général de la francophonie aussi, Boutros-Ghali. Après ça, il y a eu plusieurs autres activités et efforts pour promouvoir ce concept, cette idée. Une de ces initiatives était des points focaux ou un réseau de points focaux chargés de la mobilisation de l'expertise civile francophone, où j'avais grand honneur d'être le point focal de l'Égypte, avec beaucoup d'interactions avec les universités, les centres de recherche et bien sûr les agences gouvernementales. Et c'est pourquoi qu'on a importé un petit peu cette faveur, cet aspect, cette dimension aux activités du groupe des ambassadeurs francophones, dont j'ai l'honneur d'être le président actuel. Cette activité se tient, c'est co-organisé avec deux centres d'excellence, je dirais, un centre d'excellence à Belgrade, le centre Conflux de médiation. Je suis sûr que la plupart de vous connaissent déjà et ont participé déjà à plusieurs de leurs activités. Et un autre centre d'excellence en Afrique, le Centre international du Caire pour le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Aussi, on est beaucoup fiers de ce centre-là. La dernière activité, c'était le forum d'Aswan, peut-être que vous avez suivi entre 1 et 3 mars. Alors, c'est grand plaisir, grand honneur de co-organiser cette webinaire, cette activité ensemble. Et c'est pourquoi que j'invite avec beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur, la représentante du centre Conflux, professeur émérite, Dr Milena Dragicevic-Sečić, à nous donner son discours. Et peut-être Angela pourrait introduire professeur Dragicevic-Sečić.
Bien sûr. Madame Milena Dragicevic-Šašić est professeure émérite, ancienne présidente de l'Université des Arts de Belgrade, fondatrice de la chaire UNESCO en interculturalisme, gestion de l'art et médiation, professeure de politique et gestion culturelle, de diplomatie culturelle et de dialogue interculturel. Elle est également membre de l'équipe du Global Cultural Leadership Forum au sein de la plateforme de diplomatie culturelle unique du programme MedCulture et de nombreux programmes Al-Mawed Al-Takafi du projet de la Fondation Douane Évaluation du Festival sur le Niger, Mali, etc. Également, elle a participé à la gestion de projets à Bruxelles, également au Centre interuniversitaire de Dubrovnik, à Amsterdam, un mentorat créatif, maître de conférences invité dans de nombreuses universités à Moscou, Lyon, New York, Vilnius, Singapour, Tallinn, Casablanca, etc. Madame Dragicevic-Šašić est également expert UNESCO. Elle a participé dans de nombreuses missions au Cambodge, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Thaïlande. Et elle est commandatrice dans l'Ordre des Palmes académiques en 2002. Merci Angela. Professeur Milena Šešić, vous avez la parole au nom de Centre Conflux. Monsieur ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Belgrade, monsieur ambassadeur et directeur général du Centre international de Caire, madame et monsieur, chers collègues et chers amis, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous adresse en langue française dans un séminaire de Conflux et ses partenaires en célébrant les journées de la francophonie, en parlant de défis et les nouvelles tendances dans les domaines du maintien de la paix dans l'espace francophone d'aujourd'hui. Je représente ici Conflux, mais aussi la chaire UNESCO de l'interculturalité, gestion des arts et la médiation aux Balkans, qui célèbre maintenant notre 20e anniversaire en travaillant en 2 langues, anglaise et française, et maintenant c'est le seul master francophone à Belgrade. À cette occasion, permettez-moi à nous rappeler que ce projet unique, non seulement en Serbie, mais dans notre région entière, n'est que le résultat des relations partenaires et sincères de long terme et de l'engagement effervescent des générations d'étudiants, enseignants, professionnels, tous ceux qui comprennent l'importance de coopération et différents enjeux du monde contemporain. Conçu pour le développement de la coopération interculturelle aux Balkans, qui en ce moment a été déchirée par la guerre, inflation, transition, nationalisme, la chaire, entre-temps, s'est établie comme un acteur important dans le procès de dialogue interculturel et de développement des politiques culturelles démocratiques, pas seulement aux Balkans. Nos étudiants africains de Sénégal et Bénin jusqu'au Égypte sont bien témoins de cette importance, quand même aussi les étudiants de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc. Et en ce mois de mars, je voudrais surtout souligner l'ampleur et la magnitude de la francophonie qui nous a donné un cadre culturel, académique, scientifique pour développer ce réseau riche dans le monde diversifié de l'Afrique à travers la Suisse et la Belgique jusqu'au Canada et évidemment France. Récemment, avec Conflux, on a fondé une coopération fructueuse dont plusieurs projets éducatifs et scientifiques ont été résultats. Ces projets mettent en accent le dialogue interculturel, de la gestion et la résolution des conflits et dans notre domaine à travers et à partir de la culture et des arts. Donc, le dialogue interculturel et la médiation sont compris avant tout comme un outil de restauration de la confiance entre les peuples qui ont au conflit. On discute, on enseigne des formes et méthodes de dialogue interculturel dans ces situations quand, comme le dit Amin Malouf, des identités meurtrières commencent à prédominer dans les sociétés.
Mais notre intérêt de Conflux et de l'UNESCO Chair, c'est de parler des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits en Afrique, mais aussi dans des autres régions, spécifiquement en utilisant des outillages de médiation culturelle qui relèvent de, par exemple, mémoire culturelle, projets de compréhension culturelle entre communautés, entre groupes, projets artistiques qui sont projets de médiation, recherche collaborative, conjointe, où on explore la vérité à travers les paroles, histoire orale, etc. Pratiques commémoratives, pratiques des monuments communs, mais aussi la nouvelle sociabilité et l'humour en tant que outillage de médiation culturelle. Et surtout dans la situation où aujourd'hui règne tellement de stéréotypes sur l'Afrique, nous qui ne sommes pas africaines, il faut qu'on ait conscience comment il faut vaincre nos propres préjugés. D'après la géopolitique de l'émotion de Dominique Moïsi, en Afrique, il n'y a pas seulement l'émotion d'humiliation, il y a beaucoup de nombreuses nuances de couleurs grises. Mais en plus, il y a des projets vraiment interculturels, comme Festival sur le Niger à Ségou, République Mali, ou Caravane culturelle pour la paix, un réseau de travail et de coopération sahélo-transsaharienne qui lie Maroc au Mali, ou un projet purement artistique comme Lambarena, Bach en Afrique, qui mélange la musique traditionnelle africaine du Gabon à la musique de Johann Sebastian Bach. Et c'est vraiment ça, un hommage à Albert Schweitzer. Donc, c'est vraiment des projets positifs, des projets qui sont là pour développer le dialogue interculturel, pour prévenir ou soutenir dialogue des groupes en conflit comme Dogon et Fulani ou différents conflits au Congo. Et tout ça, c'est aussi les projets qui sont basés sur les valeurs mayas, les valeurs authentiques de cette région de l'Afrique de l'Ouest, qui est tellement important pour nous, Européennes et les gens venus d'autres pays du monde, de le connaître et de le respecter. Donc, pour finir, il faut unir toutes les forces pour que le paix et la sécurité gèrent sur le continent africain et que de peuples et des cultures africaines trouveront pas seulement de la paix, mais conditions qui permettraient le développement durable et le dialogue interculturel. En ce sens, des séminaires et des formations de Conflux et de la chaire UNESCO à Belgrade essayent de réaliser une balance entre la transmission des savoirs et l'acquisition des compétences pratiques de médiation, évidemment des compétences transversales. Ce séminaire d'aujourd'hui va ouvrir des thèmes importants et j'espère qu'il donnera des inspirations nouvelles pour le développement de nos projets de formation qui vont lever des capacités des communautés africaines, mais aussi des communautés internationales qui sont présentes sur le terrain africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur émérite Dr Milena Dragicevic-Sešić, pour son discours d'ouverture au nom de Centre Conflux. Je saisis cette occasion pour remercier l'équipe technique de Conflux qui est avec nous ici, peut-être pas devant la caméra, mais sans leur soutien, on n'aurait pas pu organiser ce séminaire. Alors, cher ami, son Excellence ambassadeur Ahmed Abdellatif, directeur général du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix, chers amis, chers collègues, et un des piliers, voilà, des activités de maintien de la paix, Afrique, Moyen-Orient, monde arabe, et je pense même, voilà, globalement, surtout après le forum d'Aswan. Angela, vous pouvez présenter ambassadeur Abdellatif. Avec plaisir.
Monsieur Ahmed Abdel Latif est le directeur général du Centre international du Caire pour le règlement des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix depuis le 11 octobre 2020. Il est diplomate de carrière depuis 1997 et il possède une longue expérience dans les affaires multilatérales, en particulier les questions globales, notamment le développement durable, le commerce, l'énergie et l'innovation. Au ministère égyptien des Affaires étrangères, il a travaillé depuis dans les divisions traitant de la coopération internationale pour le développement des Nations Unies et des relations économiques internationales. De 2000 à 2004, il a été en poste à la mission permanente de l'Égypte auprès des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, où il a traité des questions de désarmement, de commerce, de santé et de propriété intellectuelle. Il a également travaillé au bureau du porte-parole du Premier ministre de 2005 à 2006. Avant de rejoindre le Centre international du Caire, il était l'observateur permanent de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables auprès des Nations Unies et le chef du bureau de l'agence à New York. Il a rejoint l'agence en novembre 2015 en tant qu'assistant spécial au bureau du directeur général, puis en tant que chef de cabinet du directeur général de 2017 à 2019. Monsieur Ahmed Abdel Latif fut chercheur associé au sein de John Kennedy School of Government de l'Université Harvard en 2012. Il fut également chargé de cours sur les relations internationales à l'Institut de droit des affaires internationales, une branche de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, au département de droit de l'Université de Caire. Il est également titulaire d'un master en droit international public de London School of Economics and Political Science, d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université américaine du Caire et aussi du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Merci Angela. Cher ami ambassadeur Ahmed Abdel Latif, on avait partagé un petit bureau ensemble à la mission permanente de l'Égypte à Genève et c'est bien de vous voir maintenant au sein du centre du Caire virtuellement, mais j'espère la prochaine fois à Belgrade. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos paroles aimables. Et je tiens tout d'abord à vous faire part de mon grand plaisir à participer à ce séminaire virtuel et commencer par saluer professeur Milena Dragic du Centre Conflux, qui est le partenaire dans l'organisation de ce séminaire, ainsi que bien sûr vous, votre Excellence, monsieur l'ambassadeur Amr Egueli, notre très actif ambassadeur à Belgrade, et vous remercier en particulier pour vos efforts afin de faciliter ce partenariat et de faciliter ce séminaire avec la participation du Centre du Caire pour la résolution des conflits, la consolidation, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Je vais juste d'abord commencer peut-être par, pour les participants qui ne seraient pas familiers avec le Centre du Caire, de dire un petit mot d'introduction sur ce centre. Le Centre du Caire a été établi en 1994 à l'origine comme un centre régional pour la formation au maintien de la paix avec un focus particulier sur l'Afrique. Et avec le temps, il a évolué, il a été refondé en 2017 par un décret du Premier ministre en Égypte en faisant un organisme égyptien autonome qui dépend directement du ministre des Affaires étrangères et qui a un champ d'action qui n'est plus restreint à l'Afrique, mais qui est un champ d'action international aujourd'hui, même si l'Afrique reste au cœur de son travail et de ses préoccupations, de ses activités. Au fil du temps aussi, les activités du centre ont évolué de la formation au maintien de la paix, en particulier des contingents égyptiens qui participent aux opérations de maintien de la paix. L'Égypte est le 7e contributeur de troupes au niveau des Nations Unies, des contingents policiers et militaires aux opérations onusiennes, avec la participation dans 7 opérations de maintien de la paix actuellement en Afrique. Et donc le centre, en coopération avec le ministère égyptien de la Défense,
participent à la formation des contingents égyptiens avant leur déploiement dans ces missions. Ça reste bien sûr notre activité principale comme Centre du Caire, mais ça s'accompagne aussi bien sûr avec des cours de formation au cadre africain dans les opérations de maintien de la paix. Et au fur et à mesure aussi, nous avons étendu notre champ d'action à d'autres domaines, notamment renforçant notre activité dans les domaines de consolidation de la paix aussi, dans le domaine de la promotion du rôle de la femme dans la paix et la sécurité, qui est un domaine important. Et nous avons été chargés de la rédaction du premier plan d'action national égyptien sur le rôle de la femme dans la paix et la sécurité en vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Et nous faisons ce travail en collaboration avec le ministère égyptien des Affaires étrangères et le Conseil national de la femme en Égypte. Donc ça, c'est un domaine important. D'autres domaines qui se sont aussi rajoutés au fil du temps, notamment la formation sur le combat contre la traite humaine et les flux migratoires illicites, ainsi que les questions de démobilisation, de désarmement et de réintégration qui sont une composante importante dans les opérations de maintien de la paix, de même que la question de la prévention de l'extrémisme et de la radicalisation qui peuvent conduire au terrorisme. Et finalement, tout dernièrement, nous nous intéressons aux questions liées au changement climatique et à ses implications pour la paix et la sécurité, notamment en Afrique. Depuis 2014, nous avons formé plus de 20 000 participants à travers nos cours de formation de 92 pays, dont 42 pays africains. Donc, c'est un large champ d'action. Et tout dernièrement, comme le mentionnait son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, une nouvelle mission nous a été confiée, qui est celle d'être le secrétariat de ce forum d'Assouan sur la paix et le développement durable en Afrique. Donc, la première édition du forum d'Assouan s'est tenue en décembre 2019 avec la participation de nombreux chefs d'État africains. C'était une initiative de l'Égypte dans le cadre de la présidence égyptienne de l'Union africaine cette année-là. Et il s'agissait d'un effort pour renforcer ce lien entre paix et développement durable. Et c'était très réussi. Et on vient d'avoir organisé la deuxième édition virtuellement qui s'est tenue du 1er au 5 mars au Caire. Donc on a eu un studio, on a créé un studio pour ce forum, mais la plupart des sessions étaient virtuelles. Et on a eu notamment une session sur les opérations de maintien de la paix qui était très intéressante, avec la participation de Monsieur Lacroix, le secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, sur les questions de protection, des mandats de protection civile dans les opérations de maintien de la paix. Alors, voilà un peu un résumé de notre champ d'action. Moi, j'ai pris mes fonctions en octobre dernier, où j'étais en particulier pris par la préparation du Forum d'Assouan durant ces mois. Mais une des priorités que je me suis donné, c'est aussi de renforcer la contribution, le rôle du Centre du Caire dans le renforcement des capacités francophones et de l'expertise francophone dans le domaine du maintien de la paix, en collaborant bien sûr avec les institutions, les partenaires tels que l'Organisation internationale de la francophonie, le Centre Conflux, l'Observatoire Boutros-Ghali, dont nous sommes un partenaire scientifique de l'Observatoire Boutros-Ghali, et aussi, bien sûr, participant au réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix. Et nous sommes très heureux que ce réseau va être réactivé, relancé. Et je crois qu'il y a une grande opportunité un peu pour renforcer la contribution francophone dans ce domaine. Et là, maintenant, je vais faire une petite réflexion juste sur les défis et les opportunités dans ce cadre, et je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter plus longuement durant le séminaire. Mais je crois bien sûr que les opérations de maintien de la paix sont à la croisée des chemins, vu les changements qui ont lieu sur la scène internationale. On sait que la pandémie Covid, depuis l'année dernière, a aussi un grand impact sur les questions de paix et de sécurité. Le Conseil de sécurité s'en est saisi.
ça a un impact aussi sur les opérations de maintien de la paix elles-mêmes au niveau opérationnel. Mais je crois que plus largement, les opérations de maintien de la paix sont confrontées à des défis nouveaux, bien sûr, comme le Covid, mais des défis aussi existants, comme le changement de la nature des conflits, le fait que les conflits ne sont pas seulement internes, mais que les parties prenantes sont des groupes armés ou des groupes terroristes, comme on le voit dans le Sahel, qui entraînent une logique différente dans le cadre de ces opérations. Donc des défis de programmatique, des défis opérationnels. Et je crois qu'il y a lieu d'une opération, d'une contribution à cette réflexion dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'action pour la paix, sur l'orientation de ces opérations. Malheureusement, la conférence ministérielle sur le maintien de la paix qui devait avoir lieu en Corée a été reportée. Je crois que la réflexion doit continuer. En tant qu'une perspective, en tant que Centre du Caire, qui s'inscrit dans la perspective de l'Égypte et des pays africains, plus largement, c'est l'importance d'ancrer le maintien de la paix dans la perspective plus large de la durabilité de la paix durable et de ce qu'on appelle les efforts à travers tout le processus, l'éventail du processus de paix, de la prévention des conflits au maintien de la paix, à la consolidation de la paix et à la reconstruction post-conflit. Donc, le maintien de la paix doit s'insérer dans ce processus, dans cet éventail large, et le Forum d'Assouan vient avec cette perspective et vient avec la perspective d'ancrer plus fortement le maintien de la paix dans cette chaîne et notamment de renforcer sa contribution à la consolidation de la paix. Étant donné aussi que l'Égypte préside cette année la commission de consolidation de la paix aux Nations Unies, je crois que ce serait une opportunité que nous allons saisir pour faire avancer cette réflexion. Et bien sûr, la question aussi de la performance des opérations de maintien de la paix est posée dans le cadre de cette réforme. Et il y a 2 ans, le Centre du Caire, avec le ministère égyptien des Affaires étrangères, avait organisé une conférence de haut niveau sur la performance des opérations de maintien de la paix. Et un document a été émis à la suite de cette conférence qui s'appelle la feuille de route du Caire sur l'évaluation de la performance des opérations de maintien de la paix. Et cette feuille de route du Caire vient d'être adoptée comme position commune africaine en octobre dernier par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et cette feuille de route, elle exprime, elle reflète ce que j'ai dit plus tôt sur cet ancrage du maintien de la paix dans cet éventail plus large, sa contribution au renforcement de la paix, le fait qu'il doit être en accord avec les priorités nationales, la maîtrise nationale aussi, la dimension nationale est très importante. Et notre session, nos discussions à Assouan s'est inscrit dans ce cadre aussi, comment la protection des civils peut aussi contribuer au renforcement des capacités locales et nationales, tout en étant d'accord avec les priorités nationales. Désolé de m'être étendu, mais là, dans ce cadre-là, la maîtrise du français, par exemple, par les troupes qui contribuent aux opérations de la paix est un élément, par exemple, de cette performance, du renforcement du contact avec les populations locales de cette facilitation. Donc ça, c'est un aspect, mais je crois qu'à part l'aspect linguistique, il y a lieu d'une réflexion francophone sur cette croisée des chemins des opérations de maintien de la paix, ces défis programmatiques et opérationnels, et j'espère, je me réjouis d'avance de ce séminaire virtuel qui, je suis sûr, il fera une contribution importante, et vous pouvez compter sur le Centre du Caire pour continuer, après ce séminaire aussi, à travailler ensemble dans ce cadre. Je suis désolé encore de m'être étendu, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie très chaleureusement, cher ambassadeur Abdellatif, pour cet exposé tant compréhensif, non seulement sur le rôle du Centre de Caire, dont beaucoup de fierté sur toutes les activités qu'il organise et surtout le Forum d'Assouan, que je vous félicite avec le succès que ce forum a eu, mais aussi sur les dimensions globales de l'importance du multilinguisme pour les opérations de maintien de la paix. Alors voilà, on a écouté les 3 exposés des 3 co-organisateurs.
Centre Conflux, Centre du Caire et ambassade d'Égypte à Belgrade, en Serbie, comme président du groupe des ambassadeurs francophones actuels à Belgrade pour cette année. Chers participants, je vous invite à envoyer toutes vos questions, non seulement aux 3 orateurs que vous avez entendus, mais aux 2 distingués invités qui vont parler dans la deuxième partie de cette première session. Je vous invite à les envoyer aux questions-réponses, Q&A, et notre modératrice Angela Purish pourra partager avec les orateurs pour qu'ils puissent y faire un petit commentaire. Alors, grand plaisir de bienvenue à notre chère collègue, son Excellence Madame Diana Ivančić, ministre adjointe de la politique de sécurité, ministère des Affaires étrangères, pour parler de rôle de la Serbie dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Comme vous le savez, on a lancé cette série de séminaires à Belgrade il y a 2 ans. Celui-là est le 3e, et comme vous voyez, on le tenait en présentiel avant. Maintenant, c'est de cette forme hybride. Mais ça dit beaucoup que Belgrade et le Caire joignent leurs mains encore une fois pour le multilatéralisme. Les 2 capitales étaient portaient le drapeau des non-alignés. Il y a exactement 60 ans que le sommet de Belgrade s'est tenu pour le premier sommet du mouvement des non-alignés. Et voilà, après 60 ans, une autre fois, dans cette résidence qui n'est pas seulement la résidence de l'Égypte, c'est la résidence de l'amitié serbe-égyptienne. Qu'on lance cet appel pour les maintien de la paix et sécurité internationale inclus dans l'espace francophone. Angela, veuillez présenter notre distinguée collègue, son Excellence Madame Diana Ivančić. Madame Diana Ivančić est diplômée en relations internationales de la faculté des sciences politiques de l'Université de Belgrade. De 1989 à 2001, elle a travaillé à la présidence de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, au gouvernement fédéral de la République fédérative de Yougoslavie et au cabinet du président de la République fédérative de Yougoslavie. À partir de 2001, elle travaille au ministère des Affaires étrangères. Entre 2001 et 2005, elle a travaillé à l'ambassade de la République fédérative de Yougoslavie à Sofia. Entre 2005 et 2007, elle a été chef du département France, Espagne, Portugal et pays Benelux auprès du ministère des Affaires étrangères. Entre 2007 et 2012, elle a été chef de mission adjoint à l'ambassade de la République de Serbie à Ljubljana. Entre 2012 et 2016, chef de la direction OTAN et partenariat pour la paix, également auprès du ministère des Affaires étrangères. Et entre 2016 et 2020, elle a été chef de mission adjoint à l'ambassade de la République de Serbie à Paris. Et par la décision du gouvernement, elle a été nommée ministre adjoint des Affaires étrangères le 26 novembre 2020, le secteur de la politique de sécurité. Merci bien, Angela. Madame ambassadrice Diana Ivančić, ministre adjointe de la politique de sécurité, vous avez la parole. Merci. Chère Excellence, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai un grand honneur et un plaisir particulier à prendre part à la présente réunion et à ce propos, je tiens à remercier l'ambassadeur d'Égypte, son Excellence, Monsieur Amr Ajovali, pour son invitation et à féliciter à nous tous la Journée internationale de la francophonie le 20 mars, célébrée cette année en Serbie avec de nombreuses activités. Pour la République de Serbie, l'Organisation internationale de la francophonie revêt un grand intérêt. Elle souscrit avec l'OIF aux mêmes valeurs, le développement de la démocratie et le respect des droits de l'homme, prévention et gestion des conflits, intensification du dialogue interculturel, développement économique, promotion de l'éducation et de la culture. La Serbie essaie de jouer un rôle actif et constructif dans la communauté des pays francophones et souhaite devenir membre à part entière.
le dévouement de la Serbie à sa coopération avec l'OIF et le grand intérêt qu'elle porte à la francophonie est confirmé également par la décision du gouvernement en date du 18 février 2021 portant création d'un groupe de travail interministériel pour la coopération avec l'OIF, présidé par le ministre des Affaires étrangères, M. Nicolas Selakovic. La visite du président de la République française, M. Emmanuel Macron, en Serbie en 2019, tout comme les entretiens très amicaux et constructifs avec le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, a largement appuyé non seulement la consolidation de l'amitié traditionnelle franco-serbe et les relations politiques et économiques, mais aussi la sensibilisation à la culture française de la population serbe. Tout ceci rendant l'influence de la francophonie en République de Serbie de plus en plus développée et améliorée d'une manière continue. L'année dernière, nous avons fêté 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, période durant laquelle l'organisation a rassemblé 300 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, groupés en 88 États. Outre le rôle institutionnel traditionnel de cultiver et de promouvoir la langue française, d'établir une coopération éducationnelle, culturelle et économique avec les pays membres, l'OIF apparaît au fur et à mesure comme un partenaire important de l'ONU dans la mise en œuvre des opérations multinationales dans le monde entier, notamment dans les régions francophones. Le rôle constructif de l'OIF et son apport à la paix et à la sécurité internationale ont été reconnus également de la part des hauts fonctionnaires de l'ONU. Dans ce contexte, je tiens à rappeler les mots de la sous-secrétaire générale de l'ONU, Bintou Keïta, qui, lors de la conférence dédiée à la coopération entre l'ONU et l'OIF dans le domaine des opérations multinationales en septembre dernier, avait qualifié la coopération entre l'ONU et l'OIF de riche et multiforme, notamment dans les champs de l'alerte précoce et de la prévention des conflits. En qualité de membre de l'ONU et pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, par sa participation au cours de plusieurs décennies déjà aux missions et opérations au sein de l'ONU et de l'Union européenne, la République de Serbie apporte un soutien actif à la lutte internationale contre le terrorisme et l'extrémisme, confirmant ainsi sa vocation à aider concrètement la sécurité internationale, européenne et régionale, partageant la responsabilité avec ses partenaires internationaux. Dans cette tâche exigeante et responsable, la Serbie s'appuie sur la tradition longue et fructueuse de participation de ses militaires aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies à l'époque de l'ancienne Yougoslavie. Je voudrais citer ici l'engagement à l'opération dans le Sinaï 1956-1967, l'opération au Yémen, en Irak, en Iran, en Namibie, en Angola et d'autres. Aujourd'hui, 258 membres de l'armée serbe sont engagés en 5 opérations multinationales de l'ONU, au Congo, en Chypre, Liban, Moyen-Orient et République centrafricaine, tout comme 18 membres en 3 opérations multinationales de l'Union européenne, 2 en Somalie et 1 en République centrafricaine. Je suis fière de pouvoir souligner l'engagement de plusieurs années
de la Serbie dans le processus du maintien de la paix dans les pays francophones de l'Afrique. En participant aux opérations multinationales en Congo pendant plus de 8 ans, en République centrafricaine pendant plus de 7 ans, ainsi qu'en participant entièrement à l'opération de l'Union européenne au Mali, qui a été terminée l'année dernière au mois de juin. La République de Serbie fait preuve en continu de son dévouement à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi de son attachement aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et du développement durable, certaines des valeurs clés de la francophonie. Dans ce contexte, je tiens à évoquer l'engagement de l'équipe médicale de l'armée serbe au Mali entre 2014 et 2020, hautement apprécié par l'ONU et par d'autres facteurs internationaux d'envergure. Tenant compte du fait que ce sont les civils, notamment les femmes et les enfants, qui sont les groupes les plus menacés durant la plupart des conflits, la Serbie soutient l'engagement de l'OIF en faveur de l'égalité des genres et plus grande inclusion des femmes au processus d'établissement et de maintien de la paix. Dans ce contexte, nous considérons que la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles 2018 constitue une importante avancée s'inscrivant sur la ligne de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, et de l'établissement des relations de partenariat plus solides entre l'ONU et l'OIF. Je tiens à souligner tout particulièrement que la République de Serbie s'emploie activement pour le respect de l'égalité femmes-hommes, l'une des valeurs les plus importantes de la société serbe. Outre le fait qu'une femme, Madame Ana Brnabić, est à la tête du gouvernement serbe pendant 2 mandats de suite, que plusieurs ministères clés sont menés par les femmes, la République de Serbie au niveau international aussi essaie d'apporter un soutien actif à l'égalité des genres. Par le biais de la participation des femmes aux opérations multinationales de l'ONU, où l'armée serbe est engagée, les principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sont promus d'une manière concrète et transparente. Dans les opérations multinationales de l'ONU, auxquelles participe l'armée serbe, 44 femmes sont engagées, ce qui représente 16% du nombre total de membres de l'armée serbe participant aux opérations internationales. De même, il y a lieu de dire que sur les 78 membres de l'armée serbe engagés à l'opération multinationale en République centrafricaine, 31 sont femmes. Ceci est encore une preuve que la République de Serbie tente, par la promotion du plus grand rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix dans les pays francophones, de contribuer activement non seulement à la paix et à la sécurité dans la région, mais aussi au principe de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. De même, je tiens à rappeler que l'OIF vient de lancer le fonds La francophonie avec elle, à l'initiative de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Mouchi Kivabo, visant à soutenir les femmes vivant dans les milieux instables aux pays francophones et les protéger des suites sociales et économiques des crises. Dans le contexte du futur développement des missions de la paix, des missions de paix et des dernières tendances, je tiens à appeler votre attention
sur le fait que nous sommes témoins d'une hausse des défis sécuritaires dans certains pays francophones en Afrique. Il s'est avéré que la hausse du terrorisme, mais aussi l'impact d'autres facteurs tels les changements climatiques, fluctuations démographiques, dégradation de la qualité des terres arables, ont des retombées essentielles sur la croissance du niveau de violence, extrémisme et instabilité dans certains pays francophones. La menace terroriste ne peut être séparée des défis économiques, éducatifs, sanitaires et institutionnels auxquels la région est confrontée. C'est pourquoi, en complément du soutien immédiat apporté aux forces armées locales, il est important de faciliter une dynamique de paix et de reconstruction durable sur des fondements solides. Cette conviction est au cœur de l'approche 3D, développement conjointement par les acteurs de la défense, de la diplomatie et de la sécurité et du développement. Le coup d'État récent au Mali, l'année dernière, montre combien est fragile la situation de sécurité dans certains États de Sahel. De ce fait, l'engagement de l'OIF afin d'empêcher la violence, d'établir la paix et la démocratie est d'intérêt vital non seulement pour la région de Sahel, mais aussi pour les autres parties de l'Afrique. Le rôle important et constructif de l'OIF a été reconnu aussi par l'Organisation des Nations Unies, avec laquelle la francophonie noue un partenariat riche et fonctionnel dans les pays tels que Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Union des Comores, etc. Vu que sur les 13 opérations multinationales de l'ONU, 7 se trouvent aux pays francophones, l'OIF travaille d'une manière intense sur la consolidation des capacités de ces pays membres pour permettre leur plus grande présence aux opérations multinationales de l'ONU. Selon les données datant du juin 2020, environ 40% de participants en uniforme aux opérations internationales viennent des pays membres de la francophonie, mais il n'y a que 3% de femmes. La promotion du français en tant que moyen culturel efficace pour établir la coopération multiculturelle et la compréhension entre les membres de différentes nations engagées aux opérations multinationales et la population locale aux pays francophones est une activité réussie de l'OIF depuis plusieurs décades déjà, soutenue non seulement par les pays membres de la francophonie, mais aussi par les organisations internationales et régionales. Chers amis, ça fait presque 2 ans qu'à nos yeux, la COVID-19 représente l'une des plus sérieuses menaces globales affectant non seulement le changement de la vie quotidienne, mais également la notion même des priorités de sécurité. La protection de la santé des populations aux pays francophones dans le contexte de la prévention de la pandémie de COVID-19 constitue un aspect important du travail de l'OIF. À travers l'éducation des populations aux pays francophones sur la nécessité d'immunisation, le soutien matériel aux femmes, la francophonie avec elles, et le combat contre les désinformations à propos de la COVID-19, l'OIF tente de fournir un appui actif à la lutte contre la pandémie, faisant promotion du multilatéralisme et de la solidarité entre États membres dans la lutte contre cette menace globale, ce que la Serbie salue et soutient entièrement. Excellences, chers amis, pour finir, je voudrais encore une fois souligner l'intérêt que revêt pour la République de Serbie la coopération des États au sein de la francophonie, ainsi que l'engagement personnel du
ministre des Affaires étrangères, en faveur de la promotion des valeurs de l'OIF en République de Serbie. Nous restons ouverts à tous les aspects de coopération dans le cadre de l'OIF qui aidera le maintien de la paix et de la sécurité internationale et qui contribuera à une meilleure entente entre les peuples, tant dans l'espace francophone que dans d'autres coins du monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues, chers amis, ambassadrice Ivan Nisic, ministre adjoint de la politique de sécurité au ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, pour cet exposé qui, voilà, a souligné le rôle leader de la Serbie dans le domaine d'opération de la paix. Et je tiens aussi à féliciter la Serbie pour le nouveau statut comme membre associé à la francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cette égard-là, je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue et tous les meilleurs regards à notre collègue, la coordinatrice de la francophonie au ministère des Affaires étrangères, Madame Antonia Jutrunic, qui est avec nous en présentiel aujourd'hui. Bon, l'ONU, sans l'ONU, on peut rien faire pour la paix et la sécurité. Alors, grand plaisir de souhaiter bienvenue chère coordinatrice résidente des Nations Unies en Serbie, Madame Françoise Jacob, qui va nous parler d'une dimension, d'un aspect très très important qui aussi va couvrir la réforme du système de maintien de la paix à l'ONU et l'impact que ça peut y avoir sur l'espace francophone. Mais avant peut-être d'écouter le discours de Madame Jacob, je voudrais encore une fois souligner que vous pourriez envoyer les questions aux plateformes questions-réponses Q&A. Nous allons les partager avec les orateurs à la fin et j'espère qu'on va consacrer une dizaine de minutes pour voilà ce débat, cette discussion très interactive. Je voudrais aussi souligner que pour toute étude de cas, parce que j'ai vu sur la liste des participants, premièrement, je vous ai bien vu plus que même 50 ou 60 participants sur ligne. Pour toute étude des cas, nous aurions la session 3. La session 3 qui est consacrée juste pour les études de cas et pour vraiment d'entendre de l'expérience que vous avez sur le terrain ou des pays contributeurs. Et je vois qu'il y a plusieurs participants des pays contributeurs. Je souligne notre cher représentant voilà de Maroc et d'autres pays. Alors je vous invite à partager votre expérience. Session 3, ça sera très très utile à écouter, à entendre vos idées. Alors sans délai, Angela, si vous pouvez présenter notre chère coordinatrice résidente de l'ONU, Madame Françoise Jacob. Madame Françoise Jacob est la coordinatrice résidente des Nations Unies en Serbie depuis octobre 2019. Elle apporte 25 ans d'expérience dans l'action humanitaire et le développement, dont 10 ans au service du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet en Asie, Asie centrale, Europe de l'Est et Afrique. De 2017 à 2019, elle a été représentante de l'UNOPS auprès des institutions de l'Union européenne à Bruxelles. Auparavant, elle était directrice de l'UNOPS pour l'Asie du Sud entre 2011 et 2017. Elle a occupé également des postes de direction auprès de l'UNOPS, de l'UNRWA, d'ECHO, de ONG et du secteur privé en Afghanistan, au Moyen-Orient, au Timor oriental, au Soudan, au Monténégro, en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Elle est diplômée de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales à Paris, professeur de yoga et environnementaliste passionné. Madame Jacob. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre adjointe, Madame la coordinatrice. C'est vraiment un plaisir d'être ici et dans les dernières 40 minutes, j'ai déjà appris beaucoup. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de ne pas les répéter et je vais commencer par quelques chiffres. Donc, actuellement, les Nations Unies ont 12 opérations de maintien de la paix, dont 6 en région francophone. Donc la dernière opération qui a été fermée, c'était en Haïti.
la moitié des opérations de ces opérations sont déployées en Afrique. Et les opérations en zone francophone, pour le moment, sont au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Liban, en Chypre et dans le Sahara occidental, qui sont des zones qui font partie de la francophonie. Certaines de ces missions sont des missions intégrées, donc avec les volets humanitaires, développement, politique et sécurité. Le total des troupes des casques bleus et des troupes sécuritaires comme la police, actuellement, est de 91 000 personnes, plus 20 000 civils. 40% de ces troupes, vous l'avez dit, viennent de pays francophones, ce qui est une grande progression depuis 2005, donc depuis à peu près 15 ans, où il n'y avait que 10% des troupes qui venaient des pays francophones. La direction des missions en pays francophones est bien entendu francophone, et vous êtes peut-être au courant des récentes nominations de monsieur El Gassam Ouané, qui est de Mauritanie, et qui est maintenant, depuis 3 jours, à la tête de la MINUSMA, donc au Mali, et madame Bintou Keïta, que vous avez mentionné, et qui depuis janvier est à la tête de la MONUSCO au Congo. Voilà. Alors, une statistique que je n'aime pas trop révéler, mais qu'il est important, puisqu'on a parlé de la sécurité des troupes, c'est les décès. Et l'année dernière, il y a eu une réduction vraiment importante des décès des casques bleus, où on a eu que 12 soldats. Malheureusement, on a eu aussi beaucoup de décès liés au Covid, avec 24 soldats qui sont morts du Covid. Et je parlerai du Covid un peu plus tard dans mon discours. Je voudrais ensuite maintenant donner quelques statistiques sur les femmes. Je crois que presque tous les interlocuteurs ont déjà parlé des femmes, mais comme vous le savez, le secrétaire général a lancé une stratégie vraiment pour garantir ou obtenir la parité des genres dans les opérations de la paix. Depuis 2018, cette stratégie a commencé en 2018 et il y a eu des grands progrès. Aujourd'hui, alors que je regarde, il y a 29% du personnel et 45% des hauts dirigeants qui sont des femmes. Donc c'est vraiment un progrès qui a été relativement rapide. Les femmes casques bleus, qu'elles soient civiles ou en uniforme, comme on le sait maintenant, améliorent la performance globale du maintien de la paix. Plus de femmes dans le maintien de la paix, c'est un maintien de la paix plus efficace. Elles ont un meilleur accès aux communautés. Elles aident à promouvoir les droits de l'homme et de la femme, évidemment, et la protection des civils. Et elles encouragent les femmes et les jeunes filles à prendre leur avenir en main. Donc, c'est vraiment un plus. Des progrès ont été accomplis aussi dans la représentation des femmes au poste de direction en uniforme, c'est important de le noter, avec des femmes maintenant à la tête ou en numéro 2 des forces à Chypre et en Palestine, aussi à la tête de la police, dans la MINUSMA, la MINUS, la FISNUA et la force à Chypre. J'arrive pas à dire l'acronyme pour celui-là. Alors, l'exception reste le nombre de femmes dans les contingents militaires, qui ont traditionnellement très peu de femmes. Et donc, je tiens à dire que nous avons besoin du soutien des pays fournisseurs de troupes et de police pour que plus de femmes soient déployées. Je voudrais aussi mentionner qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est le continent qui fournit le plus de personnel en uniforme féminin. Donc, intéressant. Alors, mon troisième point, c'est sur la réforme. Évidemment, le grand principe de la réforme reste l'intégration des opérations militaires, politiques, humanitaires et du développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle l'ONU travaille de façon extrêmement focalisée depuis plusieurs années. C'est ce qui se passe au Mali et dans d'autres missions. Je voudrais rappeler, dans le contexte de ce débat aujourd'hui, les 7 axes d'engagement de la déclaration d'engagement commun concernant les opérations du maintien de la paix des Nations Unies. Cette déclaration a été faite en 2018 et les 7 axes correspondent aux 7 axes sur lesquels la réforme se focalise.
Donc, le premier axe, c'est la promotion des solutions politiques au conflit et l'amplification des effets politiques sur le maintien de la paix, évidemment. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la protection assurée par les opérations du maintien de la paix. Je crois que c'est notre collègue égyptien qui avait déjà mentionné, ça c'est la question de la protection civile. Le troisième axe, c'est le renforcement de la sûreté et de la sécurité du personnel du maintien de la paix. Le quatrième axe, l'appui à la bonne performance de toutes les composantes du maintien de la paix. Ça a été aussi mentionné, le respect du principe de responsabilité, et je crois bien que l'OIF est un co-sponsor très précisément de cet axe de travail. Le cinquième aspect, c'est le renforcement des effets du maintien de la paix sur la pérennisation de la paix. Le sixième aspect, l'amélioration des partenariats relatifs au maintien de la paix. Donc, ça a été mentionné aussi avec l'Union africaine, l'Union européenne, etc. Et bien évidemment, un point qui est très important pour le secrétaire général et pour les Nations Unies d'une façon générale, c'est le renforcement de la conduite des opérations du maintien de la paix et du personnel. Alors, un rapport de progrès sur ces éléments devrait être disponible à la fin du mois de mars. Donc, malheureusement, ce webinaire est un peu 15 jours en avance, mais on devrait avoir une évaluation qui, j'espère, sera intéressante et positive dans les prochaines semaines. On a déjà entendu le rôle de l'OIF. C'est très clair qu'il y a une implication très effective de l'OIF dans les opérations du maintien de la paix. La complémentarité de l'ONU et de l'OIF, elle s'illustre de manière éloquente dans la diplomatie préventive, l'appui aux processus électoraux, ça a été dit, la lutte contre le terrorisme. Et je crois que je vais raccourcir cette section parce que je comprends aussi que un autre représentant de l'OIF va parler. Mais très clairement, grande coopération entre les deux organisations. Je vais maintenant dire quelques mots sur l'impact du Covid sur les opérations du maintien de la paix. Alors, j'ai déjà chiffré quelques statistiques un peu malheureuses. On a eu, pour le moment, il y a eu 2500 soldats ou 2500 personnel des missions qui a été contaminé. 65% sont des personnels en uniforme. Ceci dit, les opérations de maintien de la paix ont continué leurs opérations. Elles ont juste, comme nous tous, basculé dans des modalités hybrides, mais avec quand même une très forte présence qui reste sur le terrain. Bien évidemment, c'est leur façon de faire et c'est très important. Donc, les missions ont fait preuve de beaucoup de résilience et d'adaptabilité. Alors, l'appui au Covid ou aux stratégies d'intervention du Covid s'est fait sur 3 grands axes. Un, le soutien aux autorités nationales. Donc, les missions ont en fait, dans certains pays, contribué à la réponse du Covid, que ce soit dans la réponse sanitaire, la réponse médicale, ou maintenant dans la réponse de la reprise du développement. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, ça correspond directement ou ça impacte directement la sécurité et la santé des populations. Donc, les forces du maintien de la paix ont contribué à des campagnes de sensibilisation communautaire, des formations pour les fonctionnaires, les médias ou les travailleurs sociaux, et elles aident à l'élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de réponse à la Covid. Il a déjà été mentionné aussi que les opérations du maintien de la paix contribuent à lutter contre la désinformation à travers les différentes plateformes de communication, radio, télé, médias sociaux, etc. Et le dernier point, bien évidemment, 2 derniers points. Le plus important, c'est le maintien des opérations. Donc, toutes les opérations sont maintenues. Et on a vu que, malheureusement, début de l'année, là, que les opérations sont maintenues et que
les risques sont accrus. Hein. On a déjà perdu 9 casques bleus en début d'année au Mali et en République centrafricaine. Et le dernier point, c'est sur la garantie de la sécurité, de la santé du personnel, bien évidemment. Et je voudrais rappeler, et je crois que ça a été aussi déjà dit depuis le début du webinaire, la promotion de l'appel lancé par le secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial demeure une priorité absolue de toutes les missions. Je vais parler très rapidement des défis. Plus que jamais, eh bien, nous savons qu'il n'y a pas de solution militaire à la plupart des crises. Je sais que ça paraît vraiment quelque chose de très évident, mais je crois qu'on doit le répéter. Et c'est vraiment l'axe de travail le plus important pour les missions intégrées, c'est de soutenir encore plus les solutions politiques, les solutions entre les communautés. Seul un processus politique inclusif qui s'attaque aux causes et aux déclencheurs de tensions permet une paix et une stabilité durables. Même si les questions africaines continuent de constituer une part importante de l'agenda du Conseil de sécurité, et j'ai noté que près de la moitié des réunions et plus des 2/3 des décisions du Conseil de sécurité concernent, sur les 2 dernières années, concernent l'Afrique. Les autres zones de tension restent évidemment très importantes dans notre stratégie globale. Alors, un point de défi, hein, ça reste un point compliqué, c'est la coordination entre les différentes organisations sécuritaires et politiques. Et c'est malheureusement, cette coordination n'est pas toujours optimisée. Donc ça, c'est les relations, la coordination entre les opérations du maintien de la paix et l'Union africaine, avec les institutions, les opérations qui peuvent être développées par l'Union européenne, avec l'OTAN dans certaines zones. Donc les acteurs de la sécurité se sont multipliés. Et le devoir et l'obligation de coordination restent là plus essentiels que jamais, en particulier, j'ai envie de dire dans toutes les zones, et je voulais mentionner aussi le Sahel, puisqu'on n'en a pas encore parlé. La réforme du maintien de la paix passe aussi par un partenariat renforcé avec les populations, ça c'est très important, et car nous avons besoin des communautés en les écoutant, en dialoguant, et je crois que c'est la professeure Milana qui a déjà parlé de ça. Et enfin, en termes de défis, le financement des opérations de la paix et la prévisibilité de ce financement, c'est une question qui est difficile tous les ans. Le budget des opérations du maintien de la paix, si je ne me trompe, est aux alentours de 7 milliards de dollars par an. Alors, en termes d'opportunités, on a parlé des femmes, on a parlé de la participation des femmes dans les forces, mais je voudrais aussi souligner l'importance toujours renouvelée, éprouvée de la participation des femmes dans les processus de paix. Les femmes sont bien entendu très souvent impliquées autant, voire même plus que les hommes dans le règlement des conflits et la négociation informelle de la paix, mais elles restent encore à la périphérie des prises de décision formelles. En moyenne, entre 1992 et 2019, hein, donc c'est quand même une grande période, les femmes représentaient 13% des négociateurs, 6% des médiateurs et 6% des signataires des grands processus de paix. C'est quand même extraordinaire le manque de progrès qu'il y a à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les Nations Unies veulent travailler. Lorsque la participation, les droits et les intérêts des femmes sont au cœur du processus de paix politique, du processus de paix et au cœur des processus politiques, tout change. Les solutions sont plus holistiques, équitables et durables. Les conflits ont moins de risques de ressurgir et la paix est plus durable. Donc, avec l'Union africaine en particulier, l'ONU poursuit les efforts conjoints pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique, qui a été mentionné plusieurs fois déjà, en promouvant la participation des femmes. Et pour finir, je voudrais souligner que dans la région de l'Europe du Sud-Est, donc dans les Balkans, nous avons l'ambition à l'ONU de multiplier les initiatives entre les communautés et en particulier par le biais des femmes
et des jeunes. Alors, pour conclure, un petit mot ou quelques mots plus personnels. La paix reste notre valeur la plus précieuse. Et c'est l'essence de notre travail aux Nations Unies. Tout ce que nous faisons en tant qu'humanité dépend de la paix. Et la paix dépend de nous. Nous devons consacrer tous nos efforts pour adresser les causes fondamentales des conflits. C'est l'esprit de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable qui sont l'un des meilleurs outils de prévention. C'est dans cet esprit que les Nations Unies travaillent dans le monde entier et en particulier ici dans la région du sud-est de l'Europe. Ce travail reste basé sur l'égalité, l'inclusion, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, les relations de bon voisinage et de coopération interrégionale. Et je souligne l'action du gouvernement serbe qui a été faite au niveau du partage des vaccins dans les dernières semaines. Et une globalisation équitable pour tous en harmonie avec l'environnement. Ma dernière remarque sera très personnelle. En tant qu'individu impliqué dans les questions complexes de prévention de conflits, de développement, d'action humanitaire, nous devons continuer à faire un gros effort sur nous-mêmes pour cultiver, augmenter et garder aussi notre paix intérieure. C'est cela qui nous permettra de projeter l'espoir et l'énergie qui vont être nécessaires pour préserver notre monde et cette belle planète. Merci bien, Madame Jacob, pour cet exposé global, bien sûr sur le maintien de la paix, mais aussi développement et l'autre aspect, les piliers du travail de l'ONU. Je vois déjà qu'il y a un débat tellement interactif sur le chat et plusieurs questions dirigées à nos orateurs. Si vous me permettez, alors les questions qui sont dirigées à mon cher collègue ambassadeur Ahmed Abdellatif du Centre du Caire, on aura encore plus d'opportunités pendant les 3 heures ou pendant tout le webinaire de les adresser. Alors peut-être, et je vois déjà qu'il a répondu à quelques questions, peut-être qu'on peut prendre une question ou deux à chacune de notre oratrice principale, Madame Jacob, Madame Ivancic. Juste avant de dire ça, je voudrais souligner et saluer la présence de plusieurs ambassadeurs. Chers collègues à Belgrade, ambassadeur Chebchoub, ambassadeur de l'Algérie à Belgrade, ambassadeur Belhaj, ambassadeur du Maroc, ambassadrice Wafa Bassim, l'ancienne représentante permanente de l'Égypte à Genève, l'ancienne chef de cabinet du ministre aussi au ministère des Affaires étrangères. Je vois sur la liste des participants plusieurs chers collègues et grands experts. Alors je voudrais vraiment saluer la présence de tous nos participants et bienvenue. Alors peut-être Angela, une question dirigée à notre distinguée invitée, Madame Ivancic, et peut-être une autre aussi question à Madame Jacob avant qu'elle parte parce qu'elles doivent partir pour une autre réunion dans 10 ou 15 minutes au maximum. Oui, une question adressée justement à Madame Ivancic de votre collègue Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Elle demande, est-ce que la Serbie a développé un plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 sur le rôle de la femme pour la paix et la sécurité? Quels sont les traits principaux de ce plan? Oui. Oui, merci pour la question. Nous n'avons pas malheureusement un plan d'action, mais nous sommes très actifs dans ce domaine. On travaille beaucoup sur la résolution 1325, les femmes, la paix, la sécurité, mais malheureusement, on n'a pas encore un plan d'action. Le ministère des Affaires étrangères y travaille beaucoup, aussi bien que le ministère de la Défense.
Merci bien, Merci Madame beaucoup. Yajic. Peut-être une question déjà, Madame Jacob. Il y a plusieurs questions sur l'ONU en général. Oui, une prenons question quelques-unes. adressée précisément à Madame Jacob d'Antoine Fouda. Si l'ONU opte de plus en plus pour la démocratisation et régionalisation du maintien de la paix, est-il raisonnable pour une organisation régionale de toujours attendre l'aval du Conseil de sécurité avant d'intervenir? Alors, je dois dire que c'est une question assez compliquée. Est-ce que la personne qui pose la question parle de l'Union africaine ou parle C'est pas précisé. Oui, il me semble que pour le moment, je regardais un petit peu les statistiques. Donc, s'il s'agit d'une question qui concerne l'Afrique, comme je l'ai dit, 50% des réunions du Conseil de sécurité restent focalisées sur l'Afrique. La moitié du Conseil de sécurité actuellement est francophone. Je pense que ça reste une relative évidence et obligation de continuer à consulter, enfin de continuer à placer ces questions sous le Conseil de sécurité. Oui, ma réponse serait oui. Merci. Angela, peut-être une autre question. Je vois Monsieur Farah qui aussi parle de 1325. Peut-être que notre deux oratrices pourront y parler, mais c'est une question globale. Monsieur Farah, vous voyez ça? C'est pourquoi jusqu'à présent, nous constatons que les résolutions 1325 des Nations Unies et les autres décisions suivantes afin de protéger les femmes pendant les conflits armés et d'améliorer le pourcentage de participation des femmes aux opérations de maintien de la paix n'ont pas été suffisamment traduites en plans d'action nationaux pays, même dans l'espace francophone. En fait, nous, Avec le microphone, s'il vous plaît. En fait, nous, on travaille sur un plan d'action, mais on a des résultats fantastiques sans plan d'action. Comme je l'ai dit, dans les casques bleus, 44 femmes sont engagées, ce qui représente 16%, tandis que dans le global, comme vous avez dit, c'est 3% des femmes qui participent dans les missions de soutien de la paix. Ensuite, nous, dans notre mission en République centrafricaine, sur 78 membres d'armée serbe, il y a 31 femmes. Ce sont des chiffres remarquables. Alors, c'est une question très importante, la protection des femmes et des jeunes filles. Et ça reste, j'ai envie de dire, ça va rester notre obsession aux Nations Unies pendant jusqu'à la fin des conflits, je pense. Je crois qu'on doit continuer à travailler sur plusieurs axes. Un, c'est le personnel féminin au sein des opérations du maintien de la paix, à la fois en civil, en militaire, dans la police et dans le personnel correctionnel, où le personnel féminin est déjà à 50%. Ça, on doit continuer d'avoir au moins la parité pour que justement il y ait une plus grande facilité d'interaction, de compréhension et d'engagement avec les populations. La deuxième chose, il faut bien comprendre que la protection des populations reste la responsabilité principale des autorités ou des autorités qui couvrent les zones où il y a ces opérations. Donc c'est important que en même temps où nous essayons d'améliorer nos propres structures, c'est important que on continue à avoir des opérations, des interventions et des formations avec les autorités des pays où il y a les opérations de maintien de la paix, pour que justement les différentes structures nationales puissent elles aussi avoir un rôle beaucoup plus efficace sur la protection des femmes. Donc, je pense en particulier à tout ce qui concerne les polices nationales. Comme vous le savez, c'est extrêmement important d'avoir des forces de police
avec un taux de parité qui soit absolument amélioré par rapport à ce qu'on a maintenant. Et c'est valable bien plus que en dehors, enfin c'est valable en dehors de ces 12 opérations que l'ONU a actuellement. Donc on sait, et ça les statistiques le prouvent pratiquement partout, qu'à partir du moment où les forces de police ont plus de femmes, la violence sur les femmes diminue. La violence diminue parce que les femmes font plus confiance au personnel qu'elles ont en face et sont plus capables disons, ont plus d'espace pour pouvoir adresser ce genre de questions. Donc voilà, c'est un peu les deux grands axes, un axe intérieur et un axe aussi extérieur. Merci Madame Jacob. Je sais que notre deux oratrices principales voilà, ont un engagement à 11h30 avec le trafic aussi, c'est pas évident. Alors je voudrais les remercier chaleureusement pour leur discours. J'espère que le discours aussi sera disponible sur le site web de ce webinaire. Et bien sûr, c'est juste le début d'une interaction avec la communauté de maintien de la paix. Et comme on l'a dit, on aura peut-être quelques idées de suivi à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse voilà garder cette discussion interactive dans le futur, dans l'avenir. Alors un grand merci à notre deux oratrices principales, son Excellence ambassadeur Diana Ivanišić, ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie pour la politique de sécurité. Grand merci à la représentante des Nations Unies dans ce webinaire, Madame Françoise Jacob, la coordinatrice résidente des Nations Unies à Belgrade. Nous continuons notre webinaire, la session 2, voilà maintenant le point sur le point de vue des organisations internationales, les contributeurs des troupes et le point de vue académique. Alors si vous donnez 2 minutes exactement et on rejoint pour session 2 tout en commençant avec Monsieur Antoine Michon.